Bonjour chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la chaîne YouTube du Journal Alternative. Très heureux de vous retrouver à ce rendez-vous de l'actualité marquée en France et en Afrique par le décès de cet illustre, ce temps politique qui à un moment donné s'est passé pour l'ami personnel de Gnassingbé Eyadema. Jacques Chirac, l'ex-président de la République française, est décédé jeudi 26 septembre à l'âge de 86 ans. L'Afrique doit-elle pleurer cet homme? Nous évoquerons le sujet avec Ferdinand Haïté et Jidakou Onou, tous deux membres du journal Alternative. Chers invités, bonjour. Bonjour, Claver. Merci d'être là. Et c'est un plaisir. Oui, et Ferdinand, est-ce que vous vous rappelez de cette déclaration? Le Togo vient de perdre un ami personnel. C'était une déclaration de Jacques Chirac prononcée en 2005 suite à la mort du général Etienne Eyadema. Oui, avant d'arriver sur cette question-là, permettez-moi en tant que premier responsable du journal de faire un petit recadrage par rapport au travail que nous menons depuis des années, avec tous les risques que cela implique. C'est vrai que de temps en temps, nous essayons de mettre un peu le doigt dans la plaie là où ça fait mal dans l'opposition. Et il y a certaines personnes qui essaient de nous diaboliser parce qu'ils pensent qu'on parle de leur leader. Nous sommes d'abord tous des journalistes, avant tout des journalistes. Nous faisons un travail de journaliste, nous apportons l'information et puis après nous faisons des analyses. C'est vrai que à un moment donné, certains ne peuvent pas partager notre analyse ou nos analyses. Ça, c'est aussi le débat contradictoire. Mais de là, verser dans les insultes, à accabler les gens de tous les noms d'oiseaux, comme on l'entend, c'est ça qui est inadmissible. Nous ne sommes pas une caisse de résonance d'un parti politique ou d'un leader. Nous ne sommes pas des griots au service d'un leader. Nous sommes des journalistes, nous comptons rester journalistes. Et nous travaillons à créer dans ce pays une presse solide, forte, un contre-pouvoir, de telle sorte que demain, même s'il y a un changement, on puisse avoir des contre-pouvoirs organisés, des journaux très forts, une société civile très forte, pour servir de contre-pouvoir, parce que le jour où les Togolais réussiront à tourner la paille de ce régime, à sortir de la grande nuit, si je peux reprendre le terme du livre de Achille Mbembe, on ne va plus permettre que notre pays retombe dans l'obscurité. À partir de ce moment-là, il nous faut des journaux forts, des journalistes indépendants, des gens qui sont capables de dire la vérité au gouvernement. Et c'est ce que nous faisons. Et donc, je voudrais dire à toutes ces personnes-là de prendre du recul. Nous ne sommes pas tombés dans le journalisme comme certains puissent le croire. Moi, en toute modestie, c'est vrai que je n'aime pas trop parler de mon parcours. Ça fait quand même des années que je connais tous ces leaders-là, les anciens comme leurs lieutenants qui sont aujourd'hui devant. Nous avons travaillé ensemble sur beaucoup de choses. On était impliqués dans beaucoup de choses. Vous savez, déjà en 2001, moi, je faisais les débats. En ce moment, j'étais encore un jeune militant de l'opposition. En 2002, on a fait des débats sur Radio Victoire, à l'époque animé par Carlos Ketou. La radio a été fermée, l'émetteur emporté. À l'époque, c'était Agboumi qui était Premier ministre. Donc, nous ne sommes pas de la génération de ceux qui ont découvert la politique sur WhatsApp en 2010. Pour essayer de nous donner un certain nombre de leçons de pourquoi vous faites ci, pourquoi vous faites ça. C'est vrai que nous avons beaucoup aidé les leaders. De 2010 jusqu'en 2016, si vous prenez la une de l'alternative, on n'a fait que la promotion de certains leaders de l'opposition. Parce que nous estimons que par notre ligne éditoriale, nous sommes proches quand même de l'opposition. Nous voulons le changement, nous sommes des journalistes engagés. Et nous ne pouvons pas passer tout le temps à désorganiser ou à déconstruire les gens dont nous sommes proches. Et nous avons fait ce travail-là sans rien demander à qui que ce soit. Quand on le faisait avant, on était de bons journalistes.
Aujourd'hui, on sent que nous piétinons et qu'on commence par faire des critiques à l'endroit de l'opposition, il y a certains qui prennent le vilain plaisir de vouloir insulter les gens. Je pense que c'est à ces gens-là que je m'adresse. Et je pense que dans ce pays, il fut des moments, je crois en 2010 ou 2011, avec certains amis, on a passé tout le temps dans la maison d'un leader à l'aider. À faire sa communication, à l'aider, comment est-ce qu'il doit s'intéresser à la foule dans les manifestations, les sujets qu'il faut aborder pour accrocher les gens. Nous l'avons fait volontairement parce que nous croyons au changement. Donc, tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est que au sein de l'opposition, les gens puissent arrêter les querelles inutiles qui font le jeu du pouvoir. Parce qu'au fait, ce pouvoir n'est pas autant fort qu'on le pense, mais c'est ceux qui combattent le pouvoir qui sont faibles et qui sont désorganisés. Et c'est ça qui est malheureux. Et les gens, ils oublient que nous avons dans cette lutte, depuis bientôt 30 ans, perdu plus de gens que si on faisait la guerre. Il y a tellement de gens qui sont morts dans cette lutte, tellement de gens qui sont partis en exil, tellement de gens qui sont handicapés à vie, des gens qui ont perdu beaucoup de biens, que nous devons avoir d'abord le sens du patriotisme. Ferdinand, avant de revenir sur le décès de Jacques Chirac, j'aimerais qu'on consacre un peu, quelques minutes sur ce sujet évoqué par Ferdinand, en démocratie où la parole est libérée. Est-ce que le journalisme doit arranger ou déranger? Le journaliste, nous, par exemple à l'Alternative, nous ne refusons pas les critiques. Mais les critiques constructives, les critiques qui puissent nous permettre d'arranger ce qui doit être arrangé. Mais quand les gens versent dans des insultes, dans des choses dont ils ne cernent pas le contour, je crois que là, ça verse un peu. Vous voyez, par exemple ici, dans cette émission, il y en a qui viennent dans notre box et nous disent, voilà, l'émission, voilà, il reste quelque chose, bon, arrangez ceci, arrangez cette partie, et puis nous essayons de corriger tout ça là. Mais quand des gens se mettent sur les réseaux sociaux et commencent par publier des mots un peu déplacés à l'endroit des journalistes ou ceux qui interviennent dans l'émission, je crois que ça, c'est inacceptable. Et cela, on a comme l'impression qu'il y a certains leaders qui encouragent leurs militants à faire cette propagande-là. Et ces militants qui ne comprennent pas grand-chose de l'actualité politique, de la chose politique, des débats qu'on mène sur les plateaux, ces militants commencent par dire du n'importe quoi, publier du n'importe quoi sur les réseaux sociaux, sur les journalistes. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire un petit recadrage, une petite mise au point pour dire aux gens que, en fait, nous ne sommes pas des employés d'un leader que ce soit. Nous sommes des journalistes et notre rôle, c'est d'informer. Où que soit l'information, nous irons trouver cette information, chercher, fouiller et ramener l'information et servir l'information à l'opinion. Peu importe si ce que nous publions, ce que nous disons, bien ce que nous écrivons égratigne quelqu'un ou bien fait mal à quelqu'un, c'est évident, ça peut arriver. Mais ce n'est pas le lieu pour certains leaders ou certains militants de jeter les journalistes en partie autres là. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, il y en a qui disent des choses à leurs militants où demain, quand on nous retrouve en chemin, ce n'est plus le pouvoir, le régime que nous disons, que nous combattons, les militants du régime, il y a les partisans du régime qui vont nous faire du mal, mais on a l'impression que même ceux pour qui nous pensons, ceux que nous pensons arranger, c'est ceux-là même qui deviennent notre chasseur. Est-ce que la vie politique peut se passer de critiques? Non, la vie politique, justement, ne peut pas se passer de critiques. Et surtout lorsqu'on est dans un processus démocratique enlisé comme le nôtre, où l'opposition a des difficultés à prendre le pouvoir depuis 30 ans. Vous savez, moi, je peux apporter quelques témoignages. Peut-être que des gens, quand les gens nous voient ou nous écoutent sur des plateaux comme ça, ils pensent que nous avons commencé par faire les choses comme eux après 2010 ou je ne sais pas quoi. Tu vois, en 2000, on parlait tout à l'heure de Chirac, on va parler tout à l'heure de Chirac. Lorsque Chirac était là, en juillet 99 plutôt, après la signature de l'accord accord Cadolomé, moi j'étais là.
J'étais là, on était dans les coulisses avec les leaders. Nous étions les jeunes qui étaient les plus proches des leaders. Nous travaillions avec tous les leaders. Même si chacun avait son parti politique, on était avec tous les leaders parce qu'on menait un combat d'ensemble. Vous voyez, 2002, lorsqu'on devait modifier la Constitution, nous avons fait les démarches pour aller voir les leaders pour dire qu'il y a des mots de modifier la Constitution. Ceux qui sont là aujourd'hui devant, qui racontent n'importe quoi, ils nous ont dit il y a des mots ne modifiera jamais la Constitution. Quand ils vont lui balayer la route, ça s'est passé. 2003, quand les Périns sont rentrés dans l'opposition, on discutait de la candidature unique au siège de la CPP là-bas, des jours durant, des nuits durant. Nous étions dans les coulisses avec les leaders pour essayer de les aider. Hein? 2005, on était là. Quand il y a eu, on était là quand il y a eu la candidature unique avec Bob Akitani, on était allé à l'intérieur pour faire la campagne, il nous a agressé à Sokodé avec des machettes. On est revenu vivant, Dieu merci. 2010, frac. Mais moi j'étais l'envoyé pour aller voir plusieurs leaders qui devaient aller à Paris, c'est moi qui leur ai porté le message. 2012, vous avez vu ce qu'on a fait pour le CST. Quand les leaders ne se parlaient même pas en 2012, c'est nous, les jeunes, qui sont allés chez les leaders un à un dans leur domicile pour leur dire d'arrêter les querelles et de se mettre ensemble et que nous allons aider à mettre ce regroupement en place. Et nous avons fait ça en coulisses, mais nous avons assumé aussi la médiatisation. À l'époque, il y avait la radio Légende et tout ça, on a fait un travail fou. Certains leaders même n'étaient pas très enthousiastes au départ, mais quand le mouvement commençait pas à prendre, et ils n'en revenaient pas. Le 12 juin, lorsqu'on a sorti, tout le monde dit 500 000 personnes dans la rue de Décon ici, qu'est-ce que les leaders en ont fait? Ils se sont précipités pour aller faire des histoires de dialogue, et quand on est revenu, c'est fini. Parce qu'il y avait tellement du monde dans la rue que chacun voulait tirer le drap de son côté. Ils ont foutu ce regroupement en l'air. Et on a vu la dernière coalition, le travail qu'on a fait dans l'ombre. Et donc, à un moment donné, nous sommes en train de pisciner, et c'est à nous, à un moment donné, de réveiller ces leaders-là, de leur dire la vérité, de dire, mais vous êtes en train de vous amuser avec ce peuple-là qui a tout donné. Et nous, on s'en fout de ce que les gens pensent de nous. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'on critique les gens ou on apporte des critiques pour amener les leaders à arrêter leur gaminerie, la personne peut aller se suicider. Nous, on pense au Togo. On n'est pas des caisses de résonance de quelques leaders que ce soit, ou des griots qui sont au service des partis politiques. Quand on se lève le matin, on va chanter la croix d'un leader, on va dire, ah, c'est lui ceci, c'est lui celui-là, il va faire ci, il va faire ça, tout en sachant que ce leader est limité. Nous, c'est vrai que nous sommes des journalistes, on fait des débats ici, mais quelque part, nous sommes aussi des tombes. Si nous, on devait se mettre à dire tout ce qu'on sait, en tout cas à la rédaction de l'Alternative, tout ce qu'on sait sur tout ce qui s'est passé pendant le dialogue de ces 2 dernières années avec les médiateurs. Depuis 2017. Et depuis 2017, si on devait se mettre à dire ce que nous savons, je pense que certains leaders même de l'opposition là ne pourraient pas circuler dans la rue. Les gens vont les lapider. Mais parce que nous avons le souci que en disant ces choses, ça va fragiliser davantage l'opposition, qu'on se tait. Mais de temps en temps, on sort quelques petites vérités pour que les gens se corrigent. Parce qu'il est inadmissible que avec tous les efforts que le peuple togolais fournit, avec tous les efforts que les gens dans la diaspora fournissent, les gens se mobilisent, les gens cotisent, les gens ne dorment pas. Il y a certains, se disant leaders, qui, à un moment donné, pour leurs propres intérêts ou pour des arrangements, foutent la lutte en l'air. Et ils ne veulent même pas qu'on en parle. Et ces gens-là, mais il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et donc, nous pensons que notre travail, c'est d'informer, c'est de faire des analyses. Ce n'est pas d'être des coursiers ou des caisses de résonance ou des griots ou des... Justement, Nous voulons que le pays change, mais nous voulons que demain, ceux qui viennent au pouvoir comprennent qu'il y aura une presse forte, il y aura une société civile forte pour contrôler les gens. Et c'est maintenant qu'ils doivent l'apprendre pendant qu'ils sont dans l'opposition. Et justement, pourquoi ne pas se servir de ces analyses, de ces critiques? Oui. C'est parce que au Togo, le point faible, l'autre fois point faible... Vous avez une minute. Oui, l'autre fois point faible de l'opposition, bien des leaders de l'opposition, c'est qu'ils n'aiment pas les critiques. Bon, il y a certains qui les reçoivent favorablement, mais il y a d'autres, la plupart,
Ils ne les aiment pas. Ils n'aiment pas qu'on dise que, ben, voilà, monsieur, vous avez fait telle chose, normalement, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais les gens, quand on dit ça, ils pensent que, bon, on veut leur faire du mal ou leur intérêt est en jeu. Quelqu'un lorgne leur intérêt. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Aujourd'hui, s'il n'y a pas la presse, si la presse ne corrige pas, qui va corriger dans un pays? Nous, la presse aujourd'hui veut que, en tout cas, celle qui est critique, veut que demain, s'il doit y avoir changement, que les nouveaux dirigeants du Togo soient d'autres personnes que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Que ces nouveaux dirigeants-là acceptent d'être corrigés, acceptent les critiques, acceptent les reproches qu'on leur fait, et puis pour bien gouverner ce pays. C'est tout ce qu'on veut. Mais si aujourd'hui, la critique, il n'y a pas de démocratie. Oui, si aujourd'hui des gens dans l'opposition sont réfractaires aux critiques, alors là, bon, on n'est pas sorti de l'ornière. Ils refusent la démocratie même. Ils refusent la démocratie, et c'est eux aussi qui se proclament les vrais démocrates, écrits sur les médias qui sont des démocrates, qui veulent la démocratie au Togo. Alors que ce qui fait la démocratie, les principes élémentaires de la démocratie, eux, ils ne les mettent pas en pratique, ils ne les voient même pas. Je vais dire un dernier mot avant qu'on passe sur le sujet. Et on va rester toujours avec toi. Oui, mais je pense que peut-être qu'Isidore va commencer par Jacques Chirac. Je pense que, je l'ai dit tantôt, nous, notre travail, c'est d'aller chercher l'information, c'est de venir la donner, c'est de faire des analyses. Et notre objectif, c'est de construire une presse forte. Nous ne sommes pas là pour faire la communication d'un leader. Si nous estimons, parce que nous sommes un journal d'opinion, et notre opinion n'est pas favorable au régime, donc nous sommes des journalistes engagés, si nous estimons à un moment donné qu'il y a un leader qui apporte quelque chose de bon pour la lutte, nous sommes disposés à l'accompagner. Jusqu'au jour où, si la personne commence pas à déconner, nous allons la laisser là où elle est. Nous l'avons fait par le passé longuement, on s'est sacrifié. Et les gens qui nous écoutent, qui nous suivent là, ils ne savent pas ce que nous endurons. Ils ne savent pas si les soirs on dort tranquille à la maison, si nos familles sont à l'abri du danger. Ils ne savent pas ce qu'on investit pour faire des émissions comme ça. Ils ne savent pas si nous sommes soutenus ou pas. Personne ne nous soutient. Nous nous soutenons nous-mêmes, nous nous débrouillons, nous nous battons pour nous imposer. Et donc, nous allons continuer par faire notre travail, mais de grâce, il faut que les gens s'occupent de leur leader. Mais que personne ne vienne nous dire pourquoi vous avez dit ci de tel leader, vous avez dit ça. À partir du moment où vous êtes dans l'espace public, vous êtes sujet à critique. Si vous ne voulez pas faire de la politique, vous ne voulez pas de la critique, sortez de la politique, allez faire autre chose. Donc, à tous ceux qui ont fait de leur leader des dieux et qui supportent difficilement les débats contradictoires, les critiques, bon, s'ils sont fatigués de suivre, ils peuvent aller se suicider. Nous, on va faire notre travail. Et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui pour le peuple togolais, parce que la lutte est en train de s'enliser. Et la lutte s'enlise alors que si les gens étaient organisés, ils auraient pu donner les stockades à ce régime. La dernière fois, on a reçu ici M. Nathaniel Olympio. Et en off, on a beaucoup causé. Et on a dit des choses que nous disions ici. Il nous a dit des choses que nous-mêmes nous disions ici, notamment lorsqu'il y a eu ce dialogue-là. On avait clairement dit plusieurs fois ici que l'opposition, la coalition n'avait pas de projet politique. C'était différent d'un projet de société. Si vous êtes dans un regroupement et que vous demandez la démission d'un régime, vous demandez le départ d'un pouvoir, vous le remplacez par quoi? Tous les chefs d'État qui étaient dans la médiation attendaient à ce qu'on leur présente un projet politique organisé autour d'un leadership. Il ne s'est rien passé de ça. Les gens, vous l'avez bien entendu, Nathaniel a dit que la médiation était vraiment de leur côté jusqu'à un moment donné, quand ils ont vu qu'ils ne présentaient rien de potable, tout le monde les a lâchés. Et c'est ce que nous avons dit dans toutes nos émissions, dans nos analyses ici. Et ça, nous le savons. Et donc, je pense que notre opposition ne travaille pas assez, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de laboratoire de réflexion, les gens sont juste dans les incantations. Et les incantations, pour prendre le pouvoir, ne conduisent pas loin. Ferdinand, on va faire économie de ça pour la dernière partie de cette émission, où on va revenir sur la candidature unique de l'opposition, mais la question divise tellement au sein de l'opposition. Mais Isidore, Jacques Chirac est mort. Le Togo a perdu un papa. Parce que Jacques Chirac, qui s'est déclaré ami personnel, grand ami.
Oui, je publiais quelque chose ce matin, bon, et à la fin de ma publication, je disais, bon, peut-être qu'on peut dire aujourd'hui que le Togo a perdu un ami personnel. Un ami personnel du Togo vient de partir. Donc, c'est ça, c'est pour faire la rhétorique par rapport à ce que lui-même avait dit en 2005, par rapport au décès, lors du décès de Yadema, que la France a perdu un grand ami, un ami personnel. C'est ça. Jacques Chirac, quoi qu'on le dise, c'est un homme politique accompli de la France. On sait comment il est arrivé en politique, comment il a gravi très rapidement les échelons pour devenir maire de Paris, Premier ministre et ensuite président de la République française. Aujourd'hui, bon, on peut dire, après son départ de la présidence française, il a connu quelques déboires judiciaires, mais après, ça s'est calmé un peu. Aujourd'hui, à 86 ans, il est parti. On peut dire qu'il se repose, en paix. Et il dit que l'amitié, pour Jacques Chirac, l'amitié est une valeur ajoutée en politique. Et Jacques Chirac s'est fait d'amis avec beaucoup de dirigeants africains. C'est lui le plus grand monsieur Afrique, finalement. Oui, mais Jacques Chirac, d'abord... Est-ce que l'Afrique doit pleurer ce monsieur? Non, pas vraiment, parce que c'est vrai que quand il y a mort d'homme, comme on le dit souvent, les passions se taisent. Mais on ne peut pas refuser de faire l'histoire de la personne qui vient de partir. Jacques Chirac a été très nuisible pour le progrès de plusieurs pays africains. Il a été un grand fossoyeur de la démocratie dans plusieurs pays en Afrique, et particulièrement au Togo. Vous savez, lui-même, il a dit, il a répété à plusieurs reprises qu'il était l'ami personnel de Gnassingbé Eyadema. Et en 2005, on sait le rôle que Jacques Chirac a joué dans l'ascension de Faure Gnassingbé au pouvoir, avec tous les massacres qu'on a connus. Je vais vous raconter une petite histoire. On avait déjà eu à l'écrit dans l'alternative. Souvent, vous savez, les gens, quand vous mettez les informations dans les journaux papier, ne lisent pas. Peut-être qu'avec les YouTube, ils vont lire. Vous savez, en 1995, quand Chirac était encore à la mairie de Paris, vous savez qu'avant, il avait déjà été Premier ministre, il y avait une cohabitation avec Mitterrand. Et donc, il était déjà ami à plusieurs dictateurs. Et donc, en 1995, comme il est vraiment ami d'Eyadema, Eyadema le ménageait, Eyadema ne le laissait pas, Eyadema lui donnait les moyens. Vous savez que la plus grande partie des campagnes électorales en France ont été soutenues par les dictateurs en Afrique. Vous connaissez l'histoire des mallettes de Pierre Péan, qu'on a lu et tout ça. Et donc, il y a Eyadema, il y a Bongo, il y a plusieurs chefs d'État, il y a Blaise Compaoré qui mettait l'argent dans les djembés pour envoyer à l'Élysée. Alors en 1995, Eyadema envoyé à Chirac beaucoup d'argent. À l'époque, environ 17 milliards. Beaucoup d'argent, de francs CFA. Et cet argent a été mis dans des sacs marins, de soldats marins, des sacs de marins, et acheminé par l'avion présidentiel jusqu'à Orly. C'est le second aéroport à Paris. Et de Orly, il y a eu des mesures sécuritaires escortées par la police. Vous savez, les Français savent comment ils font. Et cet argent a été acheminé jusqu'à la mairie de Paris. Et à l'époque, Eyadema lui a dit qu'il va gagner la présidentielle, qui va suivre, parce que Chirac était en concurrence avec Balladur, et Eyadema lui a envoyé un charlatan qui était aussi dans l'avion. Non, je vous dis des secrets d'État. Eyadema lui a envoyé un charlatan, et donc il y avait environ 17 milliards dans l'avion, et cette somme a été conduite par deux grandes personnes qui sont aujourd'hui aux affaires, notamment un général qui est un peu effacé maintenant, mais qui... On peut connaître leur nom? Non, je ne vais pas donner de nom parce que je vais donner des indices, les gens pourront le savoir. Un général qui est toujours là, qui était très impliqué dans le sport et qui a un souci, qui a une petite infirmité, donc tout le monde peut savoir, et qui était le chef de délégation. Et puis la seconde personnalité qui était dans l'avion, c'est quelqu'un qui est devenu l'un des plus grands bénéficiaires de ce qui s'est passé en 2005, donc tout le monde peut comprendre. Et vous comprenez pourquoi en 2005, Chirac s'est battu
par tous les moyens pour que on puisse imposer Faure, pour que Faure soit président de la République. Alors à l'époque, Yadema lui avait dit ceci avec le charlatan, que même tes ennemis vont voter pour toi. Et donc le charlatan est resté pendant longtemps à la mairie là-bas en France. Et après, il y a eu des problèmes. C'est vrai qu'il y a certains qui ne croient pas trop à ce monde spirituel et mystique, mais il y a des choses comme ça qui se passent. Il faut lire, il y a 10 ans, j'avais déjà acheté un livre comme ça qui parlait de tout ça là, parce qu'il y a une dame qui a travaillé à l'Élysée, qui a écrit un livre qu'on appelle Sylvie Jumel, qui a écrit un livre qui s'appelle La sorcellerie au cœur de la République. Et quand vous lisez ce livre-là, vous voyez comment est-ce que les Chirac faisaient venir les marabouts, les charlatans d'Afrique pour jeter des sorts à leurs adversaires, pour les gens qui étaient en avance dans les sondages, pour essayer de les neutraliser, pour faire des pratiques un peu partout en France. Et dans ce livre-là, il faut le lire pour comprendre. Et donc, Yadema lui avait dit que Balladur ne passait pas. Effectivement, Balladur a commencé par chuter dans les sondages et Chirac est devenu président. Alors, en 2005, lorsqu'il y a eu les massacres, vous savez que l'ONU a organisé ici une enquête qui a abouti à des morts et les gens devaient être poursuivis. Les gens devaient se retrouver à la Cour pénale parce que c'était une enquête quand même de l'ONU et il y a eu plus de 500 morts de la part de l'ONU même. En Côte d'Ivoire, c'est pas dans d'autres pays, les gens sont retrouvés à la Cour pénale sans avoir autant de morts. Alors c'est le même Chirac qui s'est investi pour étouffer ce rapport. Et ils ont trouvé un autre moyen pour créer ici un dispositif qu'ils appelaient un dispositif de prévention qu'on appelait le bureau togolais du HCDH. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc c'est Chirac qui a plaidé auprès de Kofi Annan, qui était à l'époque secrétaire général de l'ONU, de se taire sur la question togolaise, parce qu'il y a eu des leaders togolais, des personnes vraiment de grande renommée, des personnes âgées, notamment une des personnalités très âgées dans la politique togolaise, qui continue d'écrire des livres, vous pouvez déjà savoir de qui je parle, qui sont allés voir Kofi Annan et qui étaient en train de mettre la pression pour qu'il y ait un suivi de ce rapport-là. Alors qu'est-ce que Chirac a dit? Chirac a dit non, il n'y a pas de problème au Togo. Il était avec Kofi Annan. Kofi Annan lui a soulevé le problème togolais. Il a dit non, il n'y a pas de problème au Togo. Il y a quelques opposants qui s'agitent. Lui pense que bon, la situation est sous contrôle, de ne pas s'y mêler. Et vous savez que les secrétaires généraux de l'ONU, c'est souvent des gens qui ne sont pas eux-mêmes, qui n'ont pas eux-mêmes les pouvoirs, ils dépendent des puissances. Et donc si vous ne faites pas attention, lorsqu'un chef d'État qui a le droit de veto, qui a une influence à l'Assemblée nationale et qui intervient dans le choix des secrétaires généraux, te dit de ne pas te mêler de ce dossier, c'est un faux attention. Du coup, Kofi Annan a repoussé chemin et donc tout ça est passé par perte et profit. Et ça, c'est Chirac, ça. Et donc, ce sont des personnalités qui nous ont créé énormément de problèmes ici au Togo et partout en Afrique. Et je ne pense pas que, en tant que Togolais, par rapport à tout ce qu'on a subi ici, les propos que Chirac a tenus, la manière dont il a fossoyé la démocratie ici. En 99, nous étions en 2 février là-bas quand il est arrivé et Yadema a donné sa parole de militaire. Après le hold-up de 98 et la COP 4 de Lomé, Yadema a dit en 2000, c'est mon dernier mandat, parole de militaire. En 2000, 2002, quand Yadema a commencé par vouloir modifier la constitution, Chirac l'a accompagné. Et donc, je ne pense pas que je vais parler de ce monsieur avec beaucoup de souris ou je vais dire que, bon, en tant que Togolais, je garde de lui l'image d'un grand homme. Non, 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 je pense que c'est quelqu'un qui a été le plus grand fossoyeur de la démocratie en Afrique et dans mon pays. Et pour ça, Yadema lui a donné beaucoup d'argent. Père Père à son âme. Je crois que Ferdinand a beaucoup parlé de la personnalité de Chirac. On sait le rôle qu'il a joué au Togo et en Afrique. Aujourd'hui, il est décédé. Ah bon, que ses œuvres l'accompagnent. Mais ce n'est pas la fin des Monsieur Afrique. Non, bon, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en aura. Et il y en aura toujours. Mais quitte à nos dirigeants africains d'ouvrir un peu les yeux, de se remettre en question pour voir comment est-ce que leur pouvoir dépendra toujours de la France et comment est-ce que ils peuvent voir l'état de l'Afrique, l'état de l'Afrique, des populations africaines, ce que ça devient. Donc voilà, il y en aura toujours ces messieurs de la France en Afrique, mais les dirigeants africains aussi, il faut qu'ils se remettent en question. Ferdinand ? Je l'ai dit tantôt dans le recadrage, que au sein de la classe politique togolaise, de la société civile, les gens ne travaillent pas assez pour avoir les informations, les bonnes informations. Dans ce pays, il y a des secrets.
Et si les gens savent fouiller, savent auprès de qui avoir les informations, les gens ont les informations et fait la lutte avec ces informations-là. Parce que, quelque part, si certains continuent de soutenir ce régime, c'est fondamentalement pour des intérêts financiers. Je ne sais pas si vous comprenez. Isidore le disait tantôt, il y a toujours les reliquats de la France-Afrique. Les gens sont toujours là pour faire le lobbying, pour aller voir, pour ouvrir des portes, pour dire oui, c'est vrai que le régime est là, mais il faut fermer les yeux. Donc c'est à ces gens-là, c'est ces réseaux-là qu'il faut fragiliser. Si je parle par exemple de l'histoire de Chirac et de l'argent qui a été acheminé, je vous dis qu'il y a 6 ou 7 ans, nous avions écrit ça dans l'alternative, si les gens se rappellent. Ce n'est pas quelque chose de caché. Et donc, si je le dis aujourd'hui ouvertement, c'est parce que c'est des secrets d'État. Les gens savent. Et les gens connaissent les noms de ceux qui ont mené cette mission-là, parce que c'est une mission qui a été menée de maître par des gens qui après sont revenus aux affaires. Et on a vu comment est-ce que Chirac s'est battu pour que ces gens-là puissent prendre le pouvoir dans le sang et continuer pas à gérer le Togo après le papa, qui est un ami personnel. Merci, messieurs. On va marquer une pause. On se retrouve tout juste après.